bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir parler de ce sujet et surtout de pouvoir échanger avec vous au maximum. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous interrompre. On va s'interrompre également mutuellement. L'idée, c'est qu'on ait un peu une conversation un peu élargie entre nous. C'est un sujet qui devient vraiment urgent de traiter. Et l'idée ici, c'est un peu de vous présenter. On est 3 intervenants complémentaires. On a un représentant d'AWS, on a Nicolas qui travaille chez NGIT pour les infrastructures, je les laisserai se présenter plus. Et moi, je suis consultante IT Zéro Carbone pour Magellan Consulting. Voilà. Donc, l'idée, c'est un peu d'échanger avec vous sur comment est-ce que, en fait, l'alliance entre un expert Green IT, un cloud provider, un client peut vraiment amener à une réduction de l'empreinte environnementale des infrastructures, donc via le cloud. C'est un sujet complexe, donc voilà, on n'aura pas toutes les réponses, mais on espère pouvoir vous les fournir dans la mesure de nos moyens. Du coup, je vous laisse vous présenter d'abord. Allez, je commence. Écoutez, merci Angèle pour cet accueil. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour parler de ces sujets. Alors moi, j'interviens chez NGIT depuis maintenant 8 ans. J'ai débuté ma carrière chez Bouygues Telecom, issu d'un diplôme d'ingénieur telco, donc pure tech. Et chez NG, aujourd'hui, nos enjeux, ils sont surtout Gatien. Ah, je ne m'ai pas suivi. Voilà, Gatien, je vous présente Gatien aussi qui intervient chez nous, chez NG. Et donc, un de nos enjeux aujourd'hui chez NGIT, c'est d'atteindre le net zéro carbone d'ici 2045. Donc, un enjeu très ambitieux pour le groupe. Et donc, au niveau de nos infrastructures IT, un de mes enjeux, donc le premier, c'est de faire tourner la boutique au niveau des métiers informatiques, mais aussi de plus en plus de réduire fortement notre empreinte carbone. Voilà, donc on s'éclate, on se donne les moyens d'avancer dans le groupe pour atteindre cet objectif. Et puis, on va parler juste après un peu plus de tout ce qu'on a pu faire. Et voilà, je présente aussi Gatien, on pourra en parler juste après de comment on intervient dans le secteur de l'énergie. Alors, je ne sais pas s'il y a dans l'Assemblée des personnes aussi qui sont dans le secteur de l'énergie, peut-être des confrères, EDF, non, Total, voilà. Total. Ok, bon, très bien. Et bien, voilà. Merci, je m'appelle Cyril, je m'occupe de sobriété numérique chez AWS. C'est un poste récent, mais qui est la continuation de ce que j'ai pu faire dans les années précédentes autour du FinOps, qui était une réduction de l'usage finalement pour les clients. C'est un sujet pour nous aussi hyper important, et je suis aussi content d'être avec vous aujourd'hui, pas que pour les bières, hein, c'est un sujet vraiment qui me passionne. Et voilà, c'est Amazon au sens large, en dehors d'AWS. Évidemment un groupe qui a un impact majeur sur la planète, pas que pour des bonnes raisons. Donc, on est tous concernés à limiter au maximum cet impact, même si on ne parle pas de le réduire à zéro. Pour l'instant, ce n'est pas envisageable. Mais on travaille sur les trajectoires, comme la plupart des entreprises responsables, pour arriver à baisser au maximum cette empreinte. Le sujet aujourd'hui, ce sera de vous expliquer ce que l'on fait concrètement, en quoi ça consiste et comment vous pouvez vous en bénéficier en allant héberger vos workloads chez AWS. Donc moi, je suis Angèle, donc je suis experte IT Zéro Carbone, on dit chez Magellan, enfin Green IT, IT for Green. Et j'ai travaillé en fait avec Nicolas, je l'ai accompagné au lancement de la mission numérique responsable. Et puis je travaille également avec Cyril parce qu'on essaie de réfléchir ensemble à des outils en fait de mesure de l'empreinte environnementale sur le cloud et à des pistes d'action pour nos clients. Avant de commencer les échanges, juste une petite introduction parce que c'est un sujet quand même assez complexe et pas assez connu. On sait tous ici, je pense que on assiste à une digitalisation du monde, de nos processus métiers, avec des technologies de plus en plus ambitieuses et consommatrices de données. Juste pour rappeler un chiffre, le numérique en 2019, c'est malheureusement les derniers chiffres dont on dispose. Ça représentait 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est l'équivalent de la flotte mondiale de camions. Et en 2019, lors de ce rapport, il prévoyait que si on ne changeait pas la trajectoire d'ici 2025, le numérique représenterait 8% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est l'équivalent de toute l'automobile mondiale.
Là, on est en 2022. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je constate que la trajectoire n'a pas encore évolué, en tout cas comme on le souhaiterait. Et parmi cette empreinte environnementale du numérique, il faut savoir que les data centers, alors on parle énormément de l'empreinte des data centers et c'est normal, et c'est très bien. Mais en 2019, ça représentait seulement, je mets des grosses guillemets, 15% de l'empreinte du numérique. Pourquoi? Parce que les data centers ont connu une énorme évolution ces dernières années. À titre d'exemple, entre 2010 et 2018, les data centers ont augmenté en efficacité. On est passé à une puissance de calcul qui a été, à une capacité de stockage qui a été multipliée par 25, alors que la consommation électrique totale du secteur data center n'a augmenté que de 6% dans le même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grandes sources d'optimisation avec beaucoup d'aménagements dans les data centers qui ont vraiment réduit les coûts énergétiques. On a miniaturisé, on a eu des grands gains sur l'efficacité énergétique des data centers, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une réduction de ces gains d'efficacité énergétique qui commencent vraiment à ralentir. On est arrivé un peu à la limite de ce qu'on pouvait obtenir, alors que les usages, eux, sont en train de se démultiplier, et notamment portés par des nouveaux services comme le big data, l'intelligence artificielle, l'online gaming, etc., le streaming même, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a vraiment une explosion de la consommation des data centers. Les cloud providers ont énormément participé au gain d'efficacité énergétique pendant ces dernières années, mais aujourd'hui, on doit vraiment se questionner sur notre usage et la nécessité d'introduire de la sobriété dans nos politiques d'infrastructure. Une des grandes questions ce soir, pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut, à la fois donc, avec AWS, qui est un peu l'outil qui essaie de limiter son impact, mais cet outil aussi, en fait, il va être utilisé par des clients. Comment est-ce qu'on arrive à raisonner cet usage? Parce que très souvent, on assiste à un effet un peu pervers du passage vers le cloud. C'est que du coup, c'est tellement facile de créer des ressources que du coup, on peut assister à une inflation des ressources, on crée 10 000 environnements de test, etc. Et s'il n'y a pas de contrôle, ça peut vraiment provoquer une inflation justement de ces ressources par rapport au on-prem, où c'est beaucoup plus contraint. Du coup, là-dessus, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour justement limiter tous ces usages? Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le guide de bonne pratique Green IT sur le cloud. Mais je pense qu'il faut vraiment une collaboration. AWS, très récemment, maintenant, vous avez mis à disposition de vos clients un outil de mesure de l'empreinte environnementale de leur service. Donc ça, c'est super, même s'il n'y a pas encore le scope 3, si je ne me trompe. C'est ça, pas encore. C'est sur la roadmap. C'est sur la roadmap, d'accord. Parce que c'est quand même là que se concentrent la plupart des impacts. Donc j'imagine que c'est extrêmement complexe à mesurer. Je sais que pour nous, c'était très, très difficile de mesurer le scope 3 aussi. Et du coup, là, ma question, c'est comment est-ce que vous, AWS, vous pouvez aider justement vos clients, leur donner les outils pour justement raisonner leurs usages? Et ensuite, je pense, Nicolas, on pourra compléter sur nous, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'usager. La transition, elle est assez facile. Tu veux reprendre une partie? Un tout petit peu. C'est vrai que nous, aujourd'hui, en fait, chez NGIT, avec Gatien et Angèle, quand on travaille sur… maintenant qu'on sait se mesurer, on sait évaluer notre performance environnementale, on a transformé notre façon de consommer. Et donc, on consomme du service, maintenant de plus en plus AWS. Pour un petit exemple, en 2019, on était à 60% on-prem et 40% dans le cloud public. Là, on a complètement inversé la tendance, 60% dans le cloud public et 40% dans nos data centers. Et fin 2023, on a un programme stratégique qui vise à être quasiment à 90-10. Donc, quasiment plus de data center que de la consommation de services chez AWS ou Azure. Voilà. Et là, on s'est rendu compte, on se dit, mais comment nous, à notre niveau, quand on régule les usages et quand on maîtrise encore mieux notre consommation de ces services, on peut faire pour atteindre le net zéro carbone d'ici 2045 pour le groupe, et en tout cas, être au niveau de l'IT
notre carbone. Donc là, on est venu à un constat avec Gatien et Angèle que on n'avait plus la capacité à innover, à trouver des solutions et à aller jusqu'au bout. Donc là, c'est vrai qu'on a fait appel à Cyril. Et là, ouais, on a vraiment besoin de toi, Cyril, d'AWS, pour nous aider à aller plus loin dans cette démarche. Voilà. Je pense qu'effectivement, la logique, c'est bien un travail en commun. C'est pas un acteur isolé. Nous, on fournit des solutions qui permettent de finalement rationaliser les usages. Donc, on peut l'appeler comme on veut, responsabilité numérique. On peut parler sobriété numérique. Quelle que soit la façon dont on l'aborde, finalement, nous, on va fournir les outils pour faciliter cette logique. Derrière, il y a des logiques de culture, il y a des logiques avec des partenaires aussi, il y a des spécialistes qui vont pouvoir vous aider à définir des plans d'action. Donc nous, on a quelque part une chance, entre guillemets, c'est que ce sujet-là, il est traité, en tout cas en partie, à travers le FinOps depuis déjà plus de 10 ans chez nous. Donc, il y a à la fois des outils qui vont vous faire des recommandations d'optimisation de l'usage, donc on va aller réduire les ressources avec une quantification à la fois de la ressource identifiée elle-même, de vers quoi on a l'impression qu'elle devrait aller si elle était avec un bon sizing, par exemple, si on parle de right sizing, il y a plusieurs logiques. Juste pour reprendre sur ce point, donc en gros, l'idée, c'est vraiment d'essayer, quand on conçoit une application et un service sur le cloud, de vraiment faire du capacity planning, donc vraiment essayer de comment dire, sizer les anglicismes de l'enfer, dimensionner les ressources vraiment par rapport à l'usage premier, et puis ensuite d'adapter en continu. Donc ça veut dire disposer de calculettes cloud, et AWS par exemple en fournit, pour pouvoir en fait adapter son usage en permanence, mais il faut vraiment que ce soit inclus dans les cahiers des charges des experts cloud. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a une question là-bas. Ah, j'avais une question. Vous parlez de AWS, vous êtes en train en fait, de faire vos propres processeurs sur la base en fait, du marché hard. Pour remplacer les Intel AMD, x86 Aujourd'hui, il y a une partie du parc Intel AMD qui est en train d'évoluer, enfin, de nos clients qui migrent vers Graviton. Pas tout, parce que c'est pas la panacée pour tous les usages. Selon le type de calcul qui est effectué sur le serveur, voilà, ça n'a pas la même efficience. De manière générale, c'est relativement plus efficient. Il peut y avoir des problématiques d'adhérence aussi au logiciel, parce qu'on parle d'ARM, ça veut dire que si on est sur une application qui va avoir besoin, qui est interprétée ou compilée, ça ne va pas être la même facilité. Plus on est sur des environnements virtualisés, plus ça va être simple, parce que toutes les technologies, Kubernetes, il va être nativement pouvoir tourner sur du Graviton, par exemple, donc on va juste déplacer de manière assez simple. Donc il y a des limites qui sont liées à la façon dont l'applicatif initialement utilise les processeurs Intel ou AMD. Donc non, c'est pas ni une volonté, ni un mouvement qui va remplacer intégralement, ça coexiste. Ça permet aussi de les solliciter, puisque eux sont en train de développer des alternatives ARM ou pas d'ailleurs, mais avec des architectures techniques qui sont un petit peu différentes. Voilà, c'est aussi bon d'avoir un monopole quelque part qui est un peu challengé par nous ou pas. Hein. Je sais qu'il y a d'autres acteurs qui travaillent sur des logiques proches. Donc voilà, c'est pas. Une partie de nos clients ont migré leur workload d'architecture x86 AMD Intel vers Graviton, mais pas toutes. Si je peux me permettre de vous rebondir sur cet exemple, ça me plaît beaucoup parce que en fait, c'est vrai que les promesses de réduction carbone de Graviton est super intéressantes pour nous, puisque vous l'avez compris, on migre massivement vers AWS et on a des gros workloads type SAP HANA qui tournent chez AWS. Et quand on a fait effectivement l'analyse de migration vers ce type de produit, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, SAP HANA n'est pas encore supporté et compatible avec ce type de technologie. Donc c'est là où effectivement on attend et il faut qu'on arrive à avoir des partenaires qui puissent nous apporter ces technologies qui réduisent l'empreinte carbone. Mais c'est un peu frustrant de temps en temps à notre niveau de se dire c'est un nouveau truc super sympa qui pourrait nous permettre d'avoir des super gains environnementaux, mais qui ne sont pas encore compatibles avec l'application en place. Donc la réflexion, c'est de dire quand est-ce qu'on aura un produit chez AWS qui peut être compatible avec du SAP HANA, ou alors est-ce que finalement on n'aurait pas tout intérêt à éventuellement revoir la stratégie applicative et avoir quelque chose de compatible avec les infrastructures disponibles. Donc c'est toujours aussi le sujet, c'est de dire quelle infrastructure je mets en face de cette application avec toutes ces règles de compatibilité et puis maintenant ces enjeux carbone.
J'aurais deux réponses. La première, c'est que vous avez Jean Latière dans la salle qui est spécialiste de compute chez AWS. Si vous voulez des précisions très, très fines, il pourra vous aider après l'entretien. Après, pour répondre à ta question, quand on a sorti Graviton, c'était exclusivement pour des EC2, donc des instances traditionnelles virtuelles. Donc, effectivement, il peut y avoir cette complexité à la migration. Dans le cas d'SAP, c'est SAP qui doit certifier nos instances. Il y a aussi un effort de leur côté à faire. On travaille avec eux pour que ce soit le cas, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ensuite, on a introduit ces mêmes instances dans nos services managés. Donc, on est passé du IaaS, qui est plutôt la partie C2, on est passé plutôt sur du PaaS, donc des bases de données par exemple. Alors là, c'est beaucoup plus simple, puisque vous avez, c'est nous qui gérons la complexité de l'orchestrateur, ou quel que soit le middleware qui va gérer, qui va tourner directement sur l'instance. Et donc là, nos clients, pour le coup, ont beaucoup plus tiré profit de Graviton sur la partie service managé, ceux qui ne l'avaient pas fait encore sur la partie plutôt IaaS. Et ça, c'est super là, pour le coup, parce qu'on n'a rien à faire. On passe au match sur On peut passer à la prochaine question que tu puisses parler. Au niveau du travail avec le quotidien, c'est quoi le challenge? Est-ce que c'est changer l'équipe des gens? Est-ce que c'est les clients à changer? Moi, je dirais changer la culture, mais aussi vraiment changer la stratégie de l'entreprise au niveau macro. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Il faut à la fois en fait convaincre les salariés, les experts, etc., mais aussi les directions. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a plein de sujets pour lesquels l'environnement et la finance, l'aspect financier peuvent aller de pair. On parle de FinOps, GreenOps par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un fort sponsoring de la direction qui puisse dire à ses équipes, comme Nicolas disait par exemple, vous avez un objectif de réduction carbone et du coup c'est prioritaire aussi par rapport à d'autres aspects techniques et financiers. L'autre sujet pour moi, c'est que le numérique responsable, c'est un sujet qui est vraiment émergent et tout l'écosystème n'est pas encore embarqué parce que réfléchir à l'environnement pour l'informatique, jusqu'à il y a quelques années, c'était une hérésie parce qu'on a vraiment cette idée du numérique, c'est virtuel, c'est le cloud, on ne voit pas les impacts. Et du coup, typiquement, pour les fabricants d'équipements, etc., c'est un gros sujet parce qu'ils ne se sont jamais posé la question encore. Je ne veux pas forcément pointer les fabricants d'équipements, mais c'est vraiment tout l'écosystème. C'est aussi la responsable de la DSI et c'est vraiment une culture d'entreprise à avoir. Voilà, je ne sais pas si je… J'appuie le point. La complexité, là, c'est assez récent. Enfin, finalement, aujourd'hui, dans l'IT, on a toujours été objectivé, je pense, sur de la performance, sur de la dispo, sur de la performance financière. Et c'est assez récent. Donc, ça doit être un changement d'entreprise, un changement de culture d'entreprise pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Là, moi, je suis assez fier chez Engie d'avoir cet objectif, comme les grandes entreprises aujourd'hui, un objectif net zéro carbone aux horizons de 2040. Et ça nous pousse à pouvoir y participer et puis à avoir des moyens pour atteindre cet objectif. Donc, je pense que la grosse difficulté, et c'est de moins en moins difficile, c'est de faire changer la culture d'entreprise ou les mentalités des collaborateurs. Voilà. Et puis après, on se pose la question, il y a les enjeux au sein de l'entreprise et puis après, il y a les enjeux aussi du collaborateur à l'extérieur de l'entreprise. Je pense qu'il faut que ça soit un tout et c'est aussi nos enjeux là, chez Engie IT, c'est de faire en sorte que ça fonctionne aussi à l'extérieur de l'entreprise dans notre façon de venir le matin au travail, etc. Il y avait d'autres questions? Ouais. Une question conseillée, est-ce que vous travaillez aussi sur tout ce qui est stockage, réseau, tous les autres équipements? Je sais que le stockage, c'est des consommateurs, donc est-ce que vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez ou bien vous faites évoluer vous-même tout ce qui est aspect stockage, réseau, sécurité? Je ne sais pas bien répondre à cette question. Je n'ai pas la visibilité en fait technologique sur la façon dont on fait évoluer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la notion de stockage, c'est
hyperscaler, elle est relativement différente de la façon dont on la considère dans l'environnement classique. On est sur l'informatique distribuée, c'est pas un serveur avec un NAS, c'est assez complexe la façon dont on va assurer du 11.9 par exemple en termes de durabilité. Et donc oui, bien sûr, c'est des efforts parce qu'on ne va pas aller travailler que sur les serveurs, sinon sur le réseau, on pourrait aussi discuter cette partie-là. Hein. Il y a aussi un enjeu de consommation électrique et donc d'impact environnemental plus la fabrication des équipements. On y travaille. Après, je ne suis pas à même de vous donner plus de détails technologiques. Je n'ai pas la visibilité. Ouais, si je peux peut-être, excuse-moi, je rebondir là-dessus, partager un peu mon expérience moi, sur le stockage. On s'est rendu compte, en fait, on a travaillé que sur les usages. Parce qu'on s'est rendu compte que la donnée, on la mettait en France, on la répliquait en Belgique et on la répliquait sur plusieurs sites. Pourquoi? Parce qu'on se disait toujours au cas où. Ouais. Au cas où. 4 fois, on l'a répliqué. Bon, voilà, on l'a mis que 2 fois. Donc, moins de place, moins d'équipement, moins d'alimentation électrique, etc. Donc, à notre niveau, ouais, je sais pas, je pense que ça doit être la même politique aussi chez AWS, où la façon de travailler est différente, mais on a réfléchi sur quel était le risque de perdre une donnée quand elle est répliquée 2 fois. Voilà. Pareil sur les backups. Voilà. La durée de rétention du backup, 6 mois, à part pour des contraintes légales, sauvegarder un truc quand il faut restaurer 6 mois auparavant, ça beau avoir la donnée, mais il se peut que l'application soit plus compatible avec la donnée parce qu'il y a des montées de version, des infrastructures qui sont plus disponibles. Donc, on a revu en fait cette façon de travailler aussi, de se dire, bah, avant, il y a 10 ans, quand on a commencé, on backupait à l'infini. Mais pourquoi ça a changé, ça a évolué. Donc, bon, c'est plus sur les usages qu'on a travaillé dessus. Pour reprendre sur votre question quand même du stockage, je vais quand même y répondre un peu indirectement. Il y a une logique de tiering, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les services de stockage AWS, vous avez beaucoup de possibilités différentes avec des niveaux de performance différents. Évidemment, de choisir le niveau de stockage qui a la performance adéquate avec votre besoin va avoir un impact important. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des technologies qui sont différentes d'un espace à l'autre, et aussi parce que en termes de redondance de données, quand on est sur du S3 standard, par exemple, donc c'est au minimum 6 fois la réplication de la donnée, donc ça a un impact en tant que tel, évidemment. Et donc, de bien se poser la question à la fois, est-ce que cette donnée, j'ai un besoin impératif qui a une disponibilité de type 11.9, est-ce qu'elle peut être recréée éventuellement? Dans ce cas-là, on va pouvoir lui appliquer un type de stockage qui va avoir une durabilité moindre, et donc un niveau de réplica, mais pas seulement, parce que les technologies sous-jacentes ne sont pas exactement les mêmes non plus. Donc, c'est plus une histoire d'aller vraiment bien faire correspondre un niveau de besoin de performance ou de sécurité, enfin de durabilité de la donnée, avec le besoin de l'applicatif. On en revient un petit peu toujours à la même chose. On pourrait vous fournir toujours des instances dingues avec des terras de mémoire vive et tout fonctionnerait super bien dessus, mais ça sert à quoi? Il faut vraiment se poser la question, c'est quoi le minimum dont j'ai besoin pour que mon application fonctionne de manière bien, quoi. Enfin, même avec je peux avoir un petit... oui. J'ai une question concernant comment vous arrivez à mesurer l'empreinte carbone par exemple les mails, par exemple la visioconférence, par exemple les réseaux sociaux dans l'entreprise. Comment vous arrivez à mesurer ça pour pouvoir les réduire? Alors, la grande difficulté, pardon, c'était pour AWS. Non, la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesure de facteur d'émission international reconnu en libre service. Il y a Negaoctet qui est un référentiel payant. Mais aujourd'hui, on n'a pas, on peut pas dire, une heure de visioconférence égale 5 grammes, j'en sais rien, carbone. Ça, c'est pas possible. Du coup, pour l'instant, et ça, c'est un des grands sujets des acteurs du numérique responsable, et je vous invite d'ailleurs à vous rendre au Green Tech Forum, qui est un forum, justement, le premier forum des acteurs du numérique responsable, où c'est une question qui revient toujours. Pour l'instant, on essaie tous un peu dans notre coin d'avoir nos propres méthodes de mesure. Par exemple, chez Magellan, nous, on a développé notre propre méthode de mesure. Tant qu'on n'a pas de référentiel en open source universel, on va tous un peu bricoler par-ci, par-là. Mais moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment espoir que très rapidement, on puisse avoir un référentiel commun. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça ne change pas qu'on a quand même des ordres de grandeur et surtout que la mesure, on ne va pas se mentir, ça sert essentiellement à essayer de voir l'évolution de sa performance environnementale dans le temps.
Donc, pour l'instant, c'est pas dramatique. Les comparaisons entre entreprises restent difficiles, mais l'essentiel pour une entreprise comme NGIT notamment, par exemple, c'est de pouvoir aussi s'auto-évaluer d'année en année. On part d'hypothèses maintenant. C'est-à-dire qu'on est gros-consommateur de technologie Microsoft. Dans le groupe NJ, c'est 70 000 boîtes aux lettres, 70 000 postes compute, comme ça. On a autant de comptes Teams. Avec le Covid, effectivement, on a explosé cette utilisation. Par contre, Microsoft ne nous dit pas le poids carbone d'une heure de Teams avec la caméra en HD ou pas HD, etc. Enfin, on n'a pas l'information. Donc, ce qu'on est en train de faire avec les équipes, c'est de réfléchir si on était à la place de Microsoft, quelle infrastructure faudrait construire, quel type de soft, comment ça devrait tourner, et d'essayer d'avoir une hypothèse. Voilà, de faire notre propre schéma de données si on était à la place de Microsoft. Alors, je pense qu'on n'arrivera jamais à être aussi bon que Microsoft et avoir la même mesure ou le résultat que Microsoft, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une idée de effectivement ce que ça génère en fait, tout le télétravail qui est en train de se multiplier aussi de plus en plus dans les entreprises par rapport à une réunion qui était auparavant dans un bâtiment, vous voyez, dans la tour à la Défense, là, avec une salle de réunion, tout le monde en présentiel. C'est ce qu'on essaye d'évaluer, donc c'est un exercice qui est assez important. Et c'est ce qui est en train d'être développé dans le groupe. C'est pour ça que je dis, je suis très bien dans le groupe d'avoir cette stratégie à 2045, parce que même si on n'a pas les informations, alors AWS nous donne de plus en plus ces mesures et on souhaite encore plus de mesures On va pour pas s'améliorer. s'arrêter. Voilà, comme ça le message est passé. Mais on a plus chez AWS qu'à Azure. Je passe le message comme ça. Et donc on aimerait, voilà, on développe et puis on essaye d'avoir toutes ces informations pour se mesurer. C'est un vrai boulot, ça, c'est un vrai challenge aujourd'hui. On essaye de s'améliorer, on essaye d'être bon avec les données qu'on a aujourd'hui et avec la fiabilité des données qu'elles sont aujourd'hui, quoi. La mesure, elle est vraiment essentielle, mais après, le danger, c'est aussi que ça paralyse, parce que si on commence à essayer d'avoir des données parfaites, une mesure parfaite, du coup, on n'agit pas, on n'avance pas et on ne sensibilise pas. Je voulais juste revenir sur la thématique GreenOps, FinOps. C'est souvent deux notions qu'on confond. Mais il faut aussi dire que il y a certains, par rapport au cloud, il y a certaines pratiques où les deux vont dans le sens inverse. Je pense par exemple à la réservation d'instances. Je pense aux savings plans où on a parfois plus intérêt à bloquer des ressources cloud pour un gain financier. Et là, en fait, pareil, c'était votre question, c'est il faut une stratégie forte de la direction avec une volonté de prioriser aussi les économies carbone par rapport aux économies financières. Et ça doit venir aussi d'une volonté de la direction et aussi des services et des packages et des offres proposées par les cloud providers. Pour l'instant, je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait. Mais pas tout à fait quand même, c'est un peu quand même. Un Puisque, peu quand même. effectivement, je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Il y a quelque chose qui s'appelle Compute Savings Plan, qui est une forme d'engagement du Savings Plan qui est polymorphe, entre guillemets. Donc, on peut s'engager. Pardon, juste désolé, juste préciser ce que c'est les savings plans. C'est une forme d'optimisation financière qui consiste à s'engager auprès d'AWS sur une durée donnée d'1 an ou de 3 ans, de consommer un niveau de ressources qui s'exprimait en une valeur par heure, le nombre de dollars par heure. Et en face de cet engagement, AWS vous rétrocède un niveau de discount qui est public. Vous avez des listes d'instances et en face, vous avez le niveau de ristourne, comment dire, discount. Ouais. Et donc, voilà, c'est des mécanismes publics que les clients utilisent pour aller baisser leurs factures. Mais effectivement, ça pourrait vous inciter à la consommation, quoi. à garder la même infrastructure, de jamais y toucher, alors qu'il y aurait des choses à faire. Donc, les Compute Savings Plan, qui est une des formes de Savings Plan, donc on va s'engager sur un montant de consommation horaire. Donc, par exemple, pour une infrastructure EC2 traditionnelle, donc qui sont des machines virtuelles classiques. Mais si vous faites de la modernisation et transformez cet applicatif vers du serverless, par exemple, donc c'est une autre façon de consommer des ressources qui sont plus dépendantes de l'usage réel que vous avez, vous allez pouvoir continuer à utiliser le même engagement de départ. Donc, il y a une possibilité d'accompagner certaines formes de modernisation technique qui ont un impact intéressant pour l'environnement, tout en bénéficiant. C'est une exception. Je le mentionne parce que c'est important. Après, c'est vrai que de manière générale, la logique d'engagement dans le temps, elle n'est pas nécessairement abondante dans la logique de réduction de l'empreinte environnementale.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. En fait, l'attention maintenant, elle est sur les plateformes pour réglage. Ouais. La question maintenant, c'est UBS, elle est prête à fournir quoi ou à prendre des initiatives pour encourager les clients à adopter cette culture? Alors, c'est des sujets, donc il y a le côté framework de bonne pratique ou à l'architecte dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des outils qui existants, donc il y en a 3, hein, Cost Explorer, Trusted Advisor et Compute Optimizer. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est des outils qui historiquement fournissent des recommandations d'optimisation technique qui vont quantifier aujourd'hui le bénéfice financier uniquement. Demain, ces mêmes outils vont quantifier la réduction de l'empreinte environnementale si on exécute l'action. Ça, c'est sur le côté outillage et avoir quelque chose d'actionnable. Parce que si on dit là, il faut réduire les instances, ok, je commence par où, quelles instances, pourquoi. Là, les outils génèrent directement des listes d'instances et la quantité aujourd'hui de réduction de dépenses, mais assez vite, assez très vite même, aussi la réduction de l'empreinte environnementale. Après, on réfléchit à certaines logiques de bonification. On a des programmes d'accompagnement, notamment un qui s'appelle le MAP, Migration Acceleration Programme, qui vise à accompagner nos clients quand ils vont migrer des workloads, typiquement on-premise vers AWS. Il y a des financements, puisqu'à un moment donné, on est susceptible d'avoir à faire tourner en parallèle les 2 workloads. Donc, on continue à payer en data center et on commence à payer en AWS. Donc, pour absorber une partie de ce qu'on appelle une double run, une migration bubble, AWS a des logiques de financement. On est en train de travailler à ce qu'une partie de ces financements soit abondée en fonction de l'application du 6e pilier du Boilerplate Framework, c'est-à-dire que l'architecture cible AWS qui va accueillir les workloads, si elle respecte les normes qui ont été définies pour être optimisées, il va y avoir un surabondement de cet accompagnement. Ça, c'est voilà, il y a un côté aide financière, mais aussi aide technique sur la génération des recommandations, et puis la partie culture, hein, puisque tout le monde va être formé, les clients, les partenaires chez AWS. C'est comme ça qu'on voit l'accompagnement. Après, ce qui est important, c'est que c'est vital que, évidemment, AWS travaille et essaie toujours, de toute façon, c'est un travail sans fin, voilà, de limiter son impact. Mais après, l'idée, c'est qu'on est vraiment dans un écosystème. On est tous responsables aussi en termes de scope 3 de l'empreinte carbone de nos partenaires, de nos fournisseurs. On est tous codépendants. Et l'idée, c'est que c'est vraiment qu'on puisse travailler ensemble. C'est ce qu'on propose du coup chez Magellan. On essaie vraiment d'accompagner nos clients, de les raisonner dans leurs usages, de diffuser ces cultures du numérique responsable et de travailler aussi du coup avec AWS, avec Azure et avec l'ensemble de cet écosystème, parce que ça ne servira à rien qu'il y en ait un qui fasse des efforts s'il n'y a pas une aide commune, parce que l'urgence, elle est là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réduise drastiquement très rapidement. Et du coup, on ne pourra pas le faire tout seul. Il y a une logique de normalisation hein, qui est vraiment pas là encore. La façon dont on regarde tous ces sujets, la façon dont on émet des chiffres, elle diffère beaucoup d'un acteur à l'autre. Aujourd'hui, on ne travaille pas, je ne crois pas en tout cas, avec Azure ou GCP par exemple sur ces sujets. Je ne vois pas comment ça puisse pas être le cas à une échéance assez courte. Parce qu'il y a vraiment une problématique communautaire. On doit tous dans cette salle et tous sur la planète, quelque part, fixer les règles. C'est une histoire d'équation à résoudre, hein, quelque part. On parlait tout à l'heure de net zéro. Ou de quota. Voilà, quand on dit net zéro, on parle d'offset, finalement, puisque le net zéro, par essence, il ne va pas exister. Donc, il faut mettre toute son énergie à réduire le plus possible. Il va rester quelque chose. Ce quelque chose, on va pouvoir éventuellement compenser avec des solutions soit naturelles, soit technologiques. Moi, je pense plutôt sur la partie naturelle. Aujourd'hui, ces solutions naturelles ne permettent pas d'absorber les émissions. Aujourd'hui, il faudrait 6 planètes. Donc, le problème, il va falloir de définir des règles. Qui va avoir le droit d'utiliser tel ou tel puits de carbone, si on utilise comme ça. Et ça ne se fera pas par l'initiative individuelle, où ça donnera lieu à des aberrations où une partie des organismes tels qu'AWS auront capté toutes les capacités de puits de carbone. Et voilà, personne n'a envie que ça se passe comme ça. Donc, il y aura de toute façon une concertation générale de tous les acteurs. Oui. Est-ce que cette culture est partagée avec les métiers? Parce que derrière, quand vous avez un métier qui vous demande d'architecture, ceinture, bretelle, parachute, et en face, vous dites oui, mais l'empreinte carbone a explosé. Est-ce que vous avez un poids? Est-ce que vous avez des leviers? Comment
Vous allez C'est un travail de long terme, hein. Je pense que vous l'avez aussi. Ouais, c'est super important, même d'ailleurs d'un point de vue client aussi. Est-ce que si moi j'ai des infrastructures qui sont moins énergivores parce qu'on a des dernières technologies qui forcément coûtent aussi un petit peu plus cher, hein, est-ce que le client est prêt à payer un peu plus cher sa consommation d'énergie? Voilà, c'est une question que je me pose souvent, hein, bon, c'est pas forcément le cas, donc la réalité, elle est là aussi, hein. On revient toujours, est-ce que, globalement, on est prêt, à s'engager dans ces démarches et mes métiers, en fait, ils peuvent pas être face à une infrastructure ou à des clients, qui peuvent pas, consommer de l'énergie, voir leurs factures et cetera, ça, c'est pas possible. On est tous, par exemple, un petit consommateur de contrats d'énergie, on a besoin d'avoir notre historique de factures et cetera, donc voilà. Est-ce qu'à un moment, on peut dire: «On va dropper toutes les factures qui datent d'il y a 6 mois parce qu'aux yeux, on n'aura peut-être pas besoin et si on en a besoin, on va peut-être aller la régénérer différemment, la donnée», je sais pas. Je suis pas certain qu'on soit prêt à le faire, donc c'est vraiment on revient toujours à la même chose, hein, c'est, l'usage, hein. Est-ce qu'on est prêt à changer notre usage, de pour notre part, surtout, c'est le but de ce sujet, l'usage de l'IT, quoi. Il y a un énorme Tout frein simplement. aussi psychologique, c'est que pour les gens qui sont sensibilisés et qui réalisent l'impact environnemental du numérique, moi je vois parce que je fais des sensibilisations à tous les niveaux, direction, etc., etc. Et il y a une réaction que je vois souvent qui c'est de dire oui, mais du coup, effectivement, effectivement, je travaille dans un milieu qui est polluant. Et c'est comme ça, le numérique c'est polluant et on peut rien y faire. Et en fait, ce qui est extrêmement, le challenge principal, c'est justement de faire prendre compte de ce qui se passe, mais de aussi faire prendre compte que, en fait, oui, aujourd'hui c'est polluant, ce sera toujours polluant, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a des solutions, il y a des actions qu'on peut implémenter pour vraiment baisser l'empreinte carbone d'une infrastructure pour une même qualité de service, et c'est possible. Pour vraiment éviter l'effet paralysie de ah ben non, c'est trop tard, c'est bon, on peut plus rien faire, quoi. Et ça, c'est ouais. J'ai l'impression que finalement, l'équation qu'on essaie de résoudre, c'est une croissance infinie dans un monde fini. Ouais, tout à fait. Jankovic style. Humaine plus qu'une science technologique. Est-ce que vous impliquez dans vos réflexions des gens, je dirais des philosophes, ou plutôt des gens, des expertises autres complètes de la technologie? Comme ça, je ne sais pas répondre directement. Ce que je dirais, c'est que les gens qui travaillent, qui sont formés historiquement sur les questions d'environnement, il y en a beaucoup chez nous, c'est pas mon cas, hein, je suis direct là-dessus. Donc ils ont cette notion, voilà, les limites planétaires, je connais aussi. Je suis en train de lire d'ailleurs Donut's Theory en ce moment, donc c'est dans la même lignée. Donc oui, enfin, je veux bien vous parler. Est-ce que c'est partie prenante? L'entreprise est américaine et je ne suis pas aux côtés des dieux, entre guillemets. Donc je ne sais pas si dans leur prise de décision, ils ont des personnes qui ont un avis complètement extérieur. Après, on n'a pas le choix, non, en même temps. Parce que l'impulsion, elle peut être effectivement top-down, parce que c'est à l'américaine et très centralisée. Mais les clients, ils sont là, et vous êtes là, et nous, on remonte tout ça. Et donc, pour le coup, on a des mécanismes extrêmement précis et puissants pour remonter tout ce qui se passe partout dans le monde. Quand je vais rentrer, pas ce soir, parce que je compte bien boire plus de bière, mais demain, j'ai des outils pour aller renseigner voilà, quelles sont les questions principales des clients. Et si 10 000 personnes dans le monde, je peux vous dire, demain, il y a 200 gars qui vont être missionnés à Seattle et ils vont bosser sur le sujet. On n'a pas nécessairement cette capacité d'influence. En tout cas, peut-être qu'il y en a une, mais je ne la connais pas au niveau des directions. Par contre, le côté remonter des feedbacks locaux des clients, des partenaires, alors ça, pour le coup, c'est une de nos forces depuis longtemps. Ouais. À propos de bière, je vous propose de passer à l'apéro. Je ne vais pas chercher ça. Je suis désolé, si vous avez des questions, on peut continuer. Il y avait une question du monsieur aussi. Ouais. En fait, vraiment la dernière. Par rapport à la manière dont vous abordez le sujet avec vos clients, moi, je n'ai jamais reçu je gère des empreintes sur Azure et Amazon. Et je n'ai jamais été contacté par ce soir pour me conseiller par rapport à mes utilisations empreintes carbone. Par contre, j'ai reçu un tas d'emails pour me pousser à réserver des instances.
D'accord. Je vais le remonter demain. Mais par contre, ce que je vous incite, c'est quand vous avez votre interlocuteur dédié à Amazon la prochaine fois, vous lui dites, moi, je veux parler de ce sujet. Après, je vais arriver dans la picture. Enfin, on va se reparler. Parce qu'il y a des mécanismes, effectivement, on n'est pas nécessairement proactif aujourd'hui, parce que des ressources comme moi, il n'y en a pas 50 000 aujourd'hui. Donc, si tous nos clients veulent me voir demain, je ne vais pas pouvoir. Mais après, les gestionnaires de compte, Amazon par exemple, AWS, savent me contacter, les équipes auxquelles j'appartiens. Donc, si vous émettez ce besoin, il va. En plus, c'était automatique. C'est pas même pas une personne. Pour mon boîte email, vous avez sur cette souscription ce compte-là, tas de ressources sur des machines, ces machins, et ces deux. Tiens, vous pouvez réserver ça sur 3 ans, sur 2 ans. Mais jamais, voilà, on a constaté qu'on a une nouvelle infra, une nouvelle ressource qui consomme moins. Est-ce que vous serez intéressé de switcher là-dessus? Alors, pas encore peut-être, mais ça va arriver. Il y a peut-être une inertie. C'est possible de revoir de votre côté votre manière d'aborder les clients. D'accord. Je vous remercie. Pourquoi ça ne revient pas de l'autre côté? C'est-à-dire, chez vous, est-ce qu'on n'a pas le. Pourquoi vous attendez que le fournisseur. NJ de leur métier, ils sont dans ce combat de la transition énergétique, oui. Certains clients, vous pouvez parler de décideurs en répondant à des questions de serveur par rapport aux philosophes machin. Certains des clients, parmi les miens, pour eux, un coût financier de plus. Ouais. Donc, mais ce n'est pas eux qui font de la publication, de la communication publique. Salut, on économise de l'énergie, on veut protéger la planète. Ça montre. Donc, je vous pose la question en d'autre sens. C'est vous qui vous menez cette campagne PR. Normalement, c'est vous reprochez vos clients et voir pourquoi ils reçoivent des emails automatiques pour payer plus d'argent, d'engager sur 4-5 ans et de ne pas réduire leur empreinte CO2. C'est pour ça que le message, c'était pas du tout de dire que c'est fini et qu'on a tout réglé. Loin de là. On est au tout début et effectivement, en fait, je suis totalement d'accord que, il faut vraiment que ça vienne du cloud provider, mais aussi, il faut que ce soit une volonté de l'usager, parce que ça va faire aussi partie de la culture d'entreprise. Et comme on a dit tout à l'heure, AWS pourra faire ce qu'il veut pour diminuer son impact. La problématique majeure aujourd'hui, c'est vraiment la question des usages. Il faut qu'ils accompagnent bien leurs clients là-dessus, mais il faut aussi que l'usager se conscientise, se responsabilise. C'est pourquoi vous venez ce combat. C'est pas simple d'échanger, comme vous l'avez dit. En fait, l'enjeu, c'est que ce soit un intérêt commun. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que surtout, en fait, actuellement, on a moins d'innovation, mais on est en phase d'optimisation. Ouais. Et je pense en fait que cette phase-là, en fait, elle va durer en fait des décennies. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement notre expérience chez NJIT, c'est qu'on était vraiment dans une phase d'optimisation de 2016 à 2019, voire même encore 2020. Et là, on cherche en fait notre capacité d'investir, d'innover pour qu'avec nos fournisseurs de services, pour qu'on puisse atteindre effectivement cet objectif. Mais je rejoins complètement, c'est mon sentiment aussi. On a fait, on va dire, le plus simple, c'est on a optimisé, on a arrêté de trop consommer. Maintenant, ce qui est nécessaire pour consommer, maintenant, il faut qu'on le consomme en zéro carbone, quoi. Et là, il y a une phase d'investissement et ça vient aussi, on a évoqué tout à l'heure, ça doit venir, c'est un choix d'entreprise, c'est une stratégie d'entreprise qui investit sur ces enjeux pour atteindre l'objectif. Sinon, c'est compliqué, quoi, sans rien. Tout à fait. En tout cas, merci à tous. On prendra une question. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous payer une bière. Ça marchera vachement bien. Et ben voilà, donc là, il y a le groupe de musique qui va arriver. Merci déjà infiniment à tous les trois. Je pense que voilà, on se dit beaucoup de choses. Effectivement, ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais l'idée, c'est de poursuivre. Donc là, on a un concert d'1h30 et il y a les pizzas qui arrivent. Et on a des petites choses aussi pour vous servir et vous rafraîchir. Donc voilà, la deuxième partie commence. Et merci aussi à vous pour votre présence.